Bienvenue à Perspectives croisées. Aujourd'hui, on va se pencher sur Théodore de Banville. C'est une figure incontournable, oui, mais aussi pleine de contrastes dans la poésie française du 19e siècle. Bon, il était proche de Hugo, ami de Baudelaire, admiré par Gautier. Son influence est certaine. On va se concentrer sur une œuvre assez clé, son petit traité de poésie française, qui date de 1872. C'est un texte qui, encore aujourd'hui, divise un peu les lectures. Tout à fait. Et la question, au fond, qui va nous animer, c'est un peu celle-ci. Est-ce que ce petit traité, il faut le voir d'abord comme un acte de codification, une sorte de manuel qui grave les règles du vers traditionnel, à la parnassienne, si on veut, ou bien est-ce que ce texte, peut-être même sans que l'auteur l'ait voulu, est-ce qu'il n'a pas plutôt semé des graines d'expérimentation? Est-ce qu'il n'a pas ouvert la voie aux audaces formelles qui viendront après, le symbolisme, le vers libre? C'est exactement ça, c'est ce débat qui émerge quand on analyse son œuvre et puis les commentaires critiques de l'époque et d'après. Alors, mon point de vue, ça sera que le traité, fondamentalement, il s'inscrit dans une logique de consolidation, oui, des acquis parnassiens et de la versification classique française. Mhm. Et moi, de mon côté, je défendrais plutôt l'idée que ce même traité, par ses non-dits peut-être, par ses critiques aussi des carcans classiques, et puis certaines formules un peu ambiguës, il a objectivement servi de tremplin à une libération formelle. Il a un peu préparé le terrain pour la modernité poétique qui allait suivre, quoi. Alors, si vous permettez, je commence. Pour moi, l'ancrage parnassien du petit traité, il est difficile à nier. Banville y célèbre la perfection technique, le métier, l'amour du vers, comme il dit. C'est un écho direct à l'esthétique de l'art pour l'art, celle de Gautier, de Lecomte de Lise. Il y a ce culte de la forme, du travail précis de l'artisan poète. Et puis, il faut regarder le contexte quand même. La publication initiale, c'était dans l'Écho de la Sorbonne, une revue pour l'éducation des jeunes filles. Bon, difficile d'y voir un manifeste révolutionnaire, n'est-ce pas? La visée, elle semble clairement didactique. Oui, le contexte est important, c'est vrai. D'ailleurs, ses contemporains, ils ne s'y trompent pas. Coppée, il parle d'une excellente grammaire. Zola d'un arrangement savant de syllabes. D'autres disent laboratoire de poésie, ou même, avec une pointe d'ironie peut-être, le Coran du Parnasse contemporain. Et puis il faut ajouter les positions très claires de Banville lui-même. Son rejet du poème en prose, qu'il trouve inférieur au vers, même s'il admire Baudelaire, et surtout son hostilité déclarée au vers libre moderne. On connaît sa réaction un peu amusée face à Rimbaud qui voulait supprimer l'alexandrin, ou son article de 89 qui critique les innovations des jeunes vers-libristes. Même Baudelaire, qui pourtant sentait bien sa complexité, le qualifiait de « parfait classique », un poète qui refuse l'horreur, le côté sombre du monde moderne. Et Brunetier, lui, il enfonce le clou, législateur du nouveau Parnasse. Bon, tout ça, ça converge quand même vers l'idée d'une codification, d'une transmission. J'entends bien ces arguments. Ça dessine un Banville assez gardien du temple, oui. Mais j'aborde la question un peu différemment. Oui, le traité parle de versification traditionnelle, c'est sûr. Mais il le fait d'une manière qui n'est pas sans critique envers cette tradition elle-même. Je veux dire, Banville n'hésite pas à égratigner un peu Malherbe, Boileau. Il les accuse d'avoir un peu étouffé l'élan lyrique. Il appelle à chercher la plus grande liberté possible, mais à l'intérieur des formes, certes. Il vise la variété dans l'unité. Et surtout, il y a cette affirmation très forte. L'oreille décide seule. Mais c'est pas là une façon de placer la musicalité, le ressenti au-dessus de la règle aveugle. Il va même jusqu'à dire que la révolution romantique de Hugo était incomplète. Et il lance cette phrase, quand même assez audacieuse. On périt toujours, non pour avoir été trop hardi, mais pour n'avoir pas été assez hardi. Ça, ce ne sont pas les propos d'un simple conservateur. Même si, il visait peut-être juste un assouplissement, ces formules, elles ont pu être lues comme des invitations à oser plus. Et c'est justement ce qui s'est passé. Les symbolistes, les premiers théoriciens du vers libre, Jean Moréas, Gustave Kahn, ils n'ont pas hésité à citer Banville pour légitimer leurs propres audaces. Ils se sont appuyés sur sa tolérance relative de l'hiatus, vous savez, cette rencontre de voyelles, ou sur sa critique de la césure un peu trop mécanique de l'alexandrin. Du coup, Banville est devenu, assez ironiquement d'ailleurs, une caution pour ceux qu'il allait critiquer plus tard.
Charles Maurice le voit même comme celui qui a sauvé le Parnasse du ridicule en préparant un art intégral. Et puis, n'oublions pas l'impact des odes funambulesques. Dès 1857, cet humour, cette distance, cette figure du poète acrobate, ça a marqué Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire lui-même. Malgré l'étiquette de classique, il voyait dans cette capacité à jongler avec les tons un signe de modernité. Oui, oui, mais justement, quand on regarde l'intention, vous insistez sur la réception par les symbolistes. Mais est-ce qu'on peut vraiment ignorer ce que Banville, lui, voulait faire? Et ce contexte très précis de l'écho de la Sorbonne. Il écrit un manuel, un guide pratique. Ces critiques des règles classiques, elles visent peut-être à les rendre plus souples, oui, plus intelligentes, mais pas à les abolir quand même. Son rejet constant et très explicite du vers libre par la suite, dans les années 80, ça me semble être la preuve la plus flagrante. Comment on explique cette contradiction si le traité contenait vraiment cet appel à la liberté radicale que vous semblez y voir? Pour moi, l'utilisation de Banville par Moréas et les autres, ça relève bien plus d'une récupération stratégique, quoi. Une instrumentalisation habile d'une autorité reconnue pour légitimer une rupture que Banville lui-même n'aurait jamais cautionnée. Ils prennent quelques phrases hors contexte pour les faire servir à leur cause. C'est une lecture possible de l'intention, bien sûr, mais l'histoire littéraire, elle nous montre souvent que l'impact réel d'un texte, ça dépasse largement ce que l'auteur avait en tête. Quoi qu'ait voulu Banville, le fait est là. Son traité, il contenait des ambiguïtés, des critiques, des formules qui ont servi d'appui aux novateurs. Alors, est-ce que c'est une simple récupération ou est-ce que ces novateurs n'ont pas plutôt senti des tensions réelles, des potentialités inexploitées dans le texte de Banville ? Quand Moréas s'appuie sur Banville pour défendre un vers plus libre, il ne fait peut-être pas que tordre le bras à un vieil académicien, il met peut-être le doigt sur une faille, une brèche que Banville avait lui-même ouverte sans en mesurer toutes les conséquences. La postérité d'une œuvre, ça n'appartient pas toujours à son auteur, ça dépend aussi de comment elle est lue, utilisée. Le traité a objectivement fonctionné comme un levier, intentionnellement ou non. D'accord, sur le fait que la réception joue un rôle. Mais revenons à cette notion de liberté chez Banville. Vous semblez y voir une porte ouverte vers l'inconnu, alors que moi je l'aperçois comme extrêmement maîtrisée, presque comme une contrainte de plus en fait. Pour Banville, la liberté, c'est la virtuosité technique, mais dans le cadre des formes établies. C'est exceller dans la rime riche, difficile, c'est jouer savamment avec les coupes, la césure de l'alexandrin, c'est maîtriser l'enjambement avec élégance, c'est ressusciter avec brio les formes fixes anciennes, la ballade, le rondeau. C'est ce que Paul Stauffer appelait, avec une nuance critique d'ailleurs, la difficulté vaincue. Il s'agit de montrer qu'on maîtrise tellement les règles qu'on peut jouer avec, les pousser à la limite, mais jamais les briser. La liberté chez Banville, c'est celle de l'équilibriste sur son fil. C'est admirable, mais ça reste sur le fil. Il ne s'agit pas de couper le fil pour explorer le vide, quoi. Je trouve cette vision un peu restrictive quand même. Bien sûr, Banville est un virtuose, c'est évident, mais cette virtuosité, ce n'est pas qu'une fin en soi. Quand il exhume et célèbre les formes médiévales, les rondeaux, les ballades, il élargit déjà le champ par rapport au canon classique strict, non ? Et surtout, cette insistance répétée sur la primauté de l'oreille, sur la musicalité comme juge suprême, d'autres maîtres que son oreille, n'est-ce pas une manière de dire que la règle écrite, la loi héritée, n'est pas l'alpha et l'oméga ? Ça ouvre la porte à une appréciation plus subjective, plus intuitive du vers. Et quand il critique la révolution romantique de Hugo comme incomplète, quand il appelle à plus d'hardiesse, même s'il pense peut-être d'abord à des raffinements techniques, le message implicite, il est puissant. L'histoire de la poésie n'est pas finie. Les règles ne sont pas gravées dans le marbre. Pour des poètes qui cherchent justement à s'affranchir, entendre ça de la bouche d'un maître reconnu comme Banville, c'était une forme d'encouragement, même si ce n'était pas son but premier. C'était une fissure dans le mur de la tradition. Ce qui m'amène à l'héritage global de Banville. Malgré ces nuances que vous soulevez, et elles existent, je maintiens que son identité profonde, ça reste celle d'un Parnassien. Son œuvre poétique majeure, si on met de côté la parenthèse très singulière des odes funambulesques, c'est une célébration de la beauté formelle, du vers parfait, d'un idéal classique, épuré. Il se tient vraiment à l'écart du réalisme, de la description du trivial, du laid. Comme le notait Baudelaire, il évite le marécage de sang, la boue, ce côté démoniaque qui fascine une autre partie de la modernité. Son traité, c'est le reflet théorique de cet idéal esthétique-là.
Les qualificatifs utilisés par ses contemporains, parfait classique pour Baudelaire, législateur du nouveau Parnasse pour Brunetière, ce n'est pas neutre, ça le positionne clairement comme un maître de la forme consacrée, un gardien de la tradition poétique française dans ce qu'elle a de plus exigeant formellement. Ah là, je dois marquer mon désaccord. Présenter Banville uniquement comme un parnassien orthodoxe, ça me semble passer à côté de sa complexité fondamentale. Son héritage, il est double, et c'est ça qui fait tout son intérêt, je crois. Il est ce maître de la forme, oui, d'accord, mais il est aussi cet innovateur, et pas seulement dans les odes funambulesques. Ces odes, ce n'est pas une simple parenthèse. Elles introduisent dans la poésie française une veine d'humour, d'ironie, d'autodérision, et surtout cette figure du poète saltimbanque, du jongleur de mots, qui va avoir une influence considérable sur Verlaine, sur Laforge, et même sur Mallarmé d'une certaine façon. Son travail technique sur le vers, même en restant dans un cadre régulier, a été perçu par certains, comme Asselineau, comme un vrai rajeunissement de la langue. N'oublions pas que des poètes aussi différents que Verlaine ou Mallarmé ont explicitement reconnu leur dette envers sa maîtrise technique, sa musicalité. Charles Maurice va jusqu'à dire qu'il a sauvé le Parnasse du possible ridicule par sa virtuosité même. Et Baudelaire, tout en le disant classique, souligne aussi sa capacité à mêler les registres, ce qu'il considère comme un trait essentiel de la poésie moderne. Banville, c'est pas juste un gardien du temple, c'est une plaque tournante, une figure de transition fascinante entre romantisme, Parnasse et symbolisme. Bon, pour synthétiser ma position, tout en reconnaissant bien sûr la personnalité riche et l'influence de certaines œuvres comme les odes funambulesques, je maintiens que le petit traité de poésie française reste avant tout le témoignage de l'attachement profond de Banville à la perfection formelle et à la grande tradition métrique française. C'est une œuvre qui vise à codifier, à transmettre les idéaux parnassiens de l'art pour l'art, de la difficulté vaincue, que certaines de ses critiques ou formules étaient ensuite habilement réutilisées par la génération symboliste pour défendre une cause qui au fond n'était pas la sienne. Ça, c'est un fait de réception, oui, mais ça ne change pas, à mon sens, la nature première du projet de Banville dans ce traité. Et pour conclure de mon côté, je dirais que ce traité, justement parce qu'il est l'œuvre d'un maître reconnu de la tradition, a joué un rôle historique plus ambigu et peut-être plus stimulant qu'il n'y paraît, en insistant sur la variété rythmique, sur la supériorité de l'oreille musicale sur la règle mécanique, et en formulant des critiques, même prudentes, envers les rigidités passées et la timidité de certaines réformes, il a fourni sans doute malgré lui des arguments précieux et une sorte de caution aux poètes qui aspiraient à des nouvelles formes. Et ce faisant, le traité y révèle Banville non pas comme un simple conservateur, mais comme une figure charnière, traversée par les tensions de son temps, une œuvre qui récelait des potentialités qui dépassaient ses propres prises de position explicites. C'est peut-être là que réside sa modernité paradoxale en fait. On peut au moins s'accorder sur ce point-là. La figure de Théodore de Banville est d'une richesse et d'une dualité remarquables. Qu'on le voit comme un parnassien exemplaire, un classique un peu attardé, un précurseur par sa fantaisie ou une transition complexe, son étude est essentielle pour comprendre les débats esthétiques et les mutations profondes de la poésie française au XIXe siècle. Le traité cristallise beaucoup de ces enjeux, c'est certain. Absolument. Et cette discussion d'ailleurs, elle invite à ne pas réduire Banville à son seul traité. Son œuvre poétique est vaste, diverse, des premiers recueils comme les Cariatides ou le Sang de la Coupe, aux poèmes plus sombres des exilés, sans oublier bien sûr les incontournables odes funambulesques. Chacun offre un éclairage différent sur cet auteur complexe et sur son art. Bon, on espère que cet échange aura permis de mieux cerner les différentes interprétations possibles de son legs poétique.